La synthèse de tous ces programmes, on ne va pas entrer dans le détail. Et vous aurez les programmes, pas aujourd'hui, mais plus tard, dans le détail, et vous pouvez, comment dire, pénétrer et comprendre comment nous voulons faire du Congo un pays digne et prospère. Je commence par l'exhortation du cardinal Mosengo. Et j'ai toujours été subjugué par cette exhortation. J'étais jeune garçon, j'étais avec Christophe Moutounora ici à la conférence nationale souveraine et les cardinals nous avaient fait une exhortation que vous voyez dans les slides et que j'aimerais lire. Il dit ceci: Dieu vous interpelle en ces termes. Et je dirais à chaque fois peuple congolais. Peuple congolais, je vous ai donné un pays merveilleux. Je l'ai doté de richesses unies et enviées, tant pour ce qui est du sol que du sous-sol, et d'une population saine et robuste. Qu'avez-vous fait pour que ce pays merveilleux devienne ce qu'il est aujourd'hui? La nation africaine nous interpelle à son tour. Peuple congolais, avec les richesses dont tu disposes, tu devrais pouvoir non seulement t'assurer une vie décente, mais aussi être en mesure d'assister les populations des pays pauvres et démunis de notre nation. Mais comment as-tu fait pour que ta population se retrouve aujourd'hui plus pauvre que la plus pauvre d'Afrique? Et le monde nous interpelle à son tour dans ces termes. La solidarité internationale s'est montrée autrement généreuse à ton égard, peuple congolais. Mais comment se fait-il que son aide n'ait profité en grande partie à quelques groupes au lieu de la grande masse de la population? Et que répondrons-nous à cette interpellation, nous, peuple congolais, réunis autour de la Mouka, excusez-moi d'ajouter ça? À notre avis, nous dirons adieu à la nation africaine et à l'histoire que nous nous engageons à tout faire pour que cela change. Vous avez compris? C'est l'exhortation du cardinal Laurent Mosengo Bassigna. Et je trouve que ça demeure d'actualité. Et la Mouka est là. Nous sommes aujourd'hui. Et vous allez voir les liens avec l'interpellation et ce que je vais démontrer ici. Il y a un lien, l'état des lieux du Congo aujourd'hui, c'est-à-dire le bilan du régime Kabila, là où ce régime nous a plongés. L'état de droit est totalement inexistant. Tout, c'est l'arbitraire. Les institutions de la République sont devenues illégitimes et illégales. Vous le savez pourquoi. On devait avoir les élections en 2016 et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2018, on n'a pas d'élection et j'espère que le 23 décembre, nous aurons ces 3 élections, comme le dit les calendriers électoraux. C'est la misère généralisée. Partout, le peuple congolais ne vit pas correctement. Le peuple congolais ne mange pas à sa faim.
Le peuple congolais aujourd'hui souffre pour nouer les deux bouts du mois. Et encore, le peuple congolais souffre pour survivre pendant la journée. Nous avons l'insécurité, insécurité généralisée, partout. Regardez ce qui se passe à Beni, regardez ce qui se passe à Ituri, regardez ce qui s'est passé au Kasaï. Certaines villes, certaines contrées du Kasaï, c'est aujourd'hui la désolation. C'est comme Alep et Moussoul. C'est impensable. L'intégrité territoriale est menacée. Nous sommes menacés dans notre intégrité territoriale. Nos frontières sont devenues poreuses. N'importe qui peut faire n'importe quoi chez nous. N'importe qui peut faire ce qu'il veut chez nous. Vous avez la cohésion nationale qui est en danger. Je me rappelle toujours cette phrase de notre premier président, Joseph Kasavubu. Cette phrase, je l'ai lue, j'étais très gosse, je n'ai pas suivi le discours en direct, c'est le 30 juin 1960. Mais le président Kasavubu avait dit devant la Chambre, je suis très content de voir que la cohésion nationale est là, maintenant. Et mon gouvernement fera tout pour que cette cohésion soit davantage rassurée. Et je donnerai la mission aux deux chambres pour que cela soit fait correctement. Regardez ce qui se passe au niveau de l'éducation. Dégradation totale du niveau de l'éducation. Et même quand les enfants réclament, les étudiants, qu'ils veulent étudier, parce qu'ils ont déjà des niveaux insuffisants, on les tue. Les étudiants demandent qu'ils reprennent les cours, qu'on paye les professeurs pour que ceux-ci soient à mesure d'assurer correctement les cours, on les tue. Niveau d'éducation dégradé. Quand un jeune Congolais quitte ici, il va en Europe pour étudier, il a du mal, il doit reprendre le cycle. Moi j'ai étudié ici, école maternelle, primaire, secondaire. Je suis parti à Paris pour faire l'université. Et j'ai été dans une université extrêmement difficile. Dans l'amphithéâtre, nous étions à 1200 personnes. Au mois de juin, première session, il y a 25 qui sont passés. Et j'étais parmi les 25. Mais j'ai étudié ici, parmi les 25. La couverture médicale est quasi inexistante. Les soins de santé au rabais. Les gens meurent ici. J'ai été voir les parents de l'étudiant qui a été tué. J'ai été à Ngaba il y a 2 jours. Mais cet étudiant est arrivé à l'hôpital vivant. Mais on n'a pas de soins adéquats pour ce genre de cas. Et voilà, on meurt à tout bout de champ parce que le régime actuel nous a mis dans cette situation. Quand j'étais gosse, ici, les gens de ma génération, plus que moi, doivent le savoir. Il y avait des cartes qu'on appelait des cartes ayant droit aux soins médicaux et pharmaceutiques. J'étais hospitalisé en 1974 aux cliniques universitaires. Il n'y avait pas de différence entre ces cliniques-là et les hôpitaux en Europe. Nous étions à Lemba, je me rappelle encore. Le médecin donne l'ordonnance. À côté de Ndala, à l'époque, il y avait une pharmacie. On part, on demande les médicaments, des pharmaciens, comme ça se fait en Europe, il amène des médicaments et puis on donne la carte ayant droit aux soins médicaux et pharmaceutiques. Ici, c'est une utopie, un rêve pour certains d'entre vous. Moi, j'ai connu ça dans ces pays. Les épidémies et les endémies sont en recrudescence. Regardez Ebola, le choléra, la malaria. Pourquoi?
dans d'autres pays du monde, ces épidémies n'existent plus. Pourquoi chez nous? Simplement parce que l'État n'existe pas. Vous avez la violence faite aux femmes. Les femmes congolaises souffrent. Nos mamans, nos sœurs, nos enfants, nos filles souffrent des viols, l'exclusion, maltraitance. Pourquoi? Il n'y a personne pour s'occuper d'elles. Il n'y a personne pour punir ces viols, ces comportements que je peux qualifier d'anormal. Il faut un État, il faut des institutions fortes pour arriver à endiguer ça. Nous avons la jeunesse qui est totalement abandonnée. Vous avez le Kounouna. Le phénomène Kounouna est né avec les régimes Kabila. On ne connaissait pas ce phénomène. Je vois bien quand ce phénomène est né vers les années 2005, avant de commencer les élections de 2016. De 2006, pardon. Merci. Et ce phénomène Kounouna est né. Et aujourd'hui, le phénomène Kounouna né à Kinshasa a été exporté dans d'autres villes du pays, même des villages. J'étais à Idiofa n'est pas un village. J'étais à Idiofa, l'administrateur du territoire me dit que non, il faut faire attention parce que ici, les Kounouna peuvent s'emparer de la situation et s'aimer les désordres. Partout. Nous avons les étudiants, les journalistes, les activistes des droits de l'homme qui sont tués, assassinés à tout bout de champ. Ils n'ont pas le droit de décider. Ils n'ont pas le droit de revendiquer. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils n'ont personne à qui s'adresser. Qui doit s'occuper de leurs problèmes? Ils ont des revendications. Ils ont des problèmes. Vous avez la liberté d'expression. La liberté d'expression, comme je l'ai dit, totalement bafouée. Nous avons une chaîne nationale, la RTNC. Ça fait depuis 10 ans, ou un peu plus, que je ne suis plus passé à la RTNC. À la RTNC, on passe simplement des petites bouts, des phrases. Quand je dis quelque chose, ils découpent, baf, ils passent parce qu'ils veulent exploiter. Mais je paye des taxes. La RTNC, c'est la radio-télévision nationale. Tout Congolais a droit de s'exprimer. Tout politicien doit passer là-bas. Maintenant, c'est la campagne électorale. Pendant cette période de campagne électorale, on dit, vous allez avoir le temps de parole. Mais ceux qui ont fait la pré-campagne en utilisant cette station de radio et cette chaîne de télévision, il n'y a même pas ces chaînes de télévision. Il y a la RTNC 1, il y a la RTNC 2. Vous avez le droit fondamental des citoyens qui sont violés. Tout ce qui est consigné dans le titre 2e de notre Constitution, liberté des citoyens et les droits fondamentaux des citoyens. Personne ne s'en occupe. Aujourd'hui, je devais partir, ou je devais partir aujourd'hui, et parce que nous avons des problèmes. Lesquels problèmes? Simplement parce que nous avons affrété des avions, mais l'autorité de l'aviation civile ne veut pas nous donner des autorisations pour que ces avions puissent décoller et atterrir dans les aéroports du Congo, pour que ces avions puissent survoler l'espace aérien congolais. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous ne sommes pas citoyens congolais? Est-ce que les droits fondamentaux, les libertés fondamentales des citoyens qui sont consignés dans notre Constitution, nous n'avons pas le droit d'en jouir? Est-ce qu'il y a une catégorie de citoyens qui est exclue? Voilà
le bilan du régime Kabila. La politisation des forces de l'ordre, tout est politisé et même tribalisé. Les policiers qui devaient assurer la protection des biens et des citoyens, les policiers travaillent pour un camp politique. Nous sommes rentrés ici les 11 derniers. Et vous avez vu ce qui s'est passé à l'aéroport. Ils nous ont gazés. Vous sentez que ma voix saisit. Pardon? Oui, nous sommes rentrés le mercredi 21. Le 11 c'était, merci madame, le 11 c'était le jour où j'ai été élu candidat commun. Nous sommes rentrés le mercredi 21. Mais on nous a gazés. Des gaz lacrymogènes, j'ai inhalé des quantités de gaz impossible de respirer. Et j'ai vu à côté de moi des policiers découpiller ces grenades lacrymogènes. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable que l'armée soit au service d'un individu ou d'un groupe d'individus. Que la police, le service de renseignement, le service de sécurité au service de l'individu. Depuis le 14 février 2016, la DENIAP m'a ravi ma voiture, ma Jeep. Depuis, ça fait combien d'années? Plus de 2 ans et demi. Ça va faire bientôt 3 ans. Tout, les téléphones et tout le reste. Il y avait même l'argent. Ils ont ravi ça. Jusqu'aujourd'hui, ça se trouve à la DENIAP. Pourquoi une catégorie de Congolais doit subir les affres de la dictature kabiliste? Pourquoi? Et ça doit changer. Comme les cardinaux l'ont dit. Nous devons changer cette situation et l'Amouka est là pour changer cet état de choses. Du régime Kabila. Regardez, manque criant d'infrastructures. Pas d'infrastructures, pas de routes. Pas de route de descente agricole, pas de route nationale. J'ai été dans les Bandoutou. J'étais à Bagata. Je suis entré dans les maisons des citoyens congolais. J'ai vu des cossettes de manioc. J'ai vu des sacs d'arachide. Les Congolais là-bas m'ont dit que non, ils critiquent, mais n'ont pas de moyens d'évacuer. J'ai passé moi-même 2 nuits à la Belle Étoile. Vous avez vu certainement des images. 2 nuits à la Belle Étoile. Parce que la Jeep ne pouvait pas avancer. J'avais un 4x4, mais ça ne pouvait pas avancer. Comment est-ce que les citoyens peuvent rester chez eux et éviter l'exode rural quand vous avez cette situation de choses? Pas d'infrastructure, pas de chemin de fer. Mais à l'époque, vous avez quand même des chemins de fer ici. Il y a certaines personnes qui doivent se rappeler d'une chanson de Kalejef qui chantait les chemins de fer. Kader, Kinshasa Tilolou-Lumbashi, ça existait. Je pris les trains Kinshasa Matadi plusieurs fois quand j'étais enfant. Aujourd'hui, le fleuve, comme dirait l'autre, et balayé à Congo, vous allez le pangoter, vous allez le là. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec ces boulevards qui est le fleuve Congo? L'Onatra ici à l'époque, toutes les villes côtières vivaient grâce à l'Onatra. Et vous savez que l'Onatra, c'était les premiers pourvoyeurs d'emploi. Nous allons tout faire pour que demain, nous puissions avoir des routes, nous puissions avoir des chemins de fer, nous pouvons rendre le fleuve Congo navigable et l'utiliser comme voie pour que les gens se déplacent correctement.
le pays. J'ai travaillé en Éthiopie et une fois, j'ai dit d'abord la fois où je me suis retrouvé avec Madame Bazaïba à l'aéroport d'Addis Abeba. Je lui ai dit que j'ai participé à la construction de cet aéroport. Quand je suis venu à Addis Abeba, parce que j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans en tant que directeur général ExxonMobil pour l'Afrique de l'Est dans ces pays. Il n'y avait rien. J'ai vu, de monsieur vu, comment on a commencé à construire ce qu'ils appellent les ring roads, les boulevards périphériques. J'avais des stations tout au long de ces boulevards, on a cassé ces stations pour utilité publique. Chers amis, allez voir Addis Abeba aujourd'hui. Et le 21, quand on rentrait, j'étais avec le premier ministre Mouzitou et on contemplait l'aéroport. Et on a vu cet aéroport, l'extension, nous sommes partis ensemble visiter l'extension de l'aéroport. L'aéroport d'Addis Abeba. Mais nous, on a eu Air Zaïre ici. Nous avons eu des DC-10 avant beaucoup de pays. Nous avions des pilotes ici. Peut-être certains d'entre vous ne se rappellent pas ou ne savent pas. Mais Air Zaïre, c'était une société qui tournait partout dans le monde. Aujourd'hui, où en sommes-nous et pourquoi cet état des choses? La déliquescence de l'administration publique. J'ai toujours appris qu'un pays, c'est son administration. Ici, à l'époque, l'administration, on appelait les gens les Kalaka. Et il y avait des papas qui travaillaient là-bas, on les appelait les Généconais. Et les mamans aussi. Et nous avions une administration de qualité. Et de ce côté-là, les Belges ont formé nos parents qui travaillaient dans cette administration. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas une administration corrompue. C'était une vraie administration pour assurer le développement du pays. L'accès médiocre à l'eau potable et à l'électricité. Et ça, chers amis, un pays qui a des cours d'eau partout. Un pays où on peut revendre l'eau. Un pays qui peut donner l'eau aux autres pays du monde. Vous savez qu'il y a des pays ici dans le monde qui n'ont pas d'eau et qui prennent de l'eau chez les voisins. Mais nous, on a ça. Regardez aujourd'hui, l'eau potable. La régie des eaux. La SNEL, la régie des eaux, était une des meilleures sociétés d'Afrique. Quand j'ai terminé mes études à l'Institut supérieur de gestion à Paris, j'ai vu le président Monod, qui était le président du conseil d'administration de la Lyonnaise des eaux. À l'école, quand les gens viennent pour le carré développement, et je me suis présenté, j'ai dit que chez Zaïrois, mais nous avons un partenaire important qui se distingue en Afrique, la régie des eaux. Ils vont citer les noms des gens. Aujourd'hui, la régie des eaux est gérée par les Sénégalais. Est-ce que vous le savez? La régie des eaux est gérée par la Société des eaux du Sénégal. Nous avons perdu cette excellence. Est-ce que c'est croyable ça? L'élite est passive et laxiste, l'élite congolaise. Je pointe du doigt l'élite. Suivez les cardinals Mosengo. L'élite congolaise. Pourquoi vous vous cantonnez dans des zones de confort? Pourquoi vous ne voulez pas sortir des chantiers battus? Pourquoi vous dites non, c'est comme ça? Ce pays, ça ne changera pas. Qui vous a dit ça? Pourquoi vous voulez maudire le pays? Vous acceptez qu'on vous dise qu'on n'a pas 15 Congolais compétents, capables pour développer ce pays. L'élite congolaise, on doit arrêter avec ces laxismes, avec cette passivité. Nous avons travaillé ici depuis longtemps. Je me rappelle, et j'ai un témoin ici qui sort de Tundola depuis la conférence nationale.
Aujourd'hui, lui et moi, nous travaillons des fois jusqu'à 2h, 3h du matin. Depuis ce temps-là, on continue à les faire aujourd'hui. Madame Bazaliba qui est là, que vous qualifiez de dame de fer, travaille matin, midi, soir. Mais vous savez, on était à Genève. Mais avant qu'elle nous rejoigne à Genève, elle était avec Madame May, la première ministre britannique. Elle a écourté cette réunion pour venir nous rejoindre et après repartir à ses frères. Mais pourquoi les autres dames ne peuvent pas emporter les pas de Mme Bazaliba? Pourquoi? Voilà. Et tout ça, ça donne la fuite des compétences. Les Congolais capables et compétents fuient les incongruités du régime, fuient les affres du régime. Parce que certaines personnes ne comprennent pas. Effectivement, tout le monde n'est pas fait faire ce que tout le monde doit faire. Je suis d'accord. Il y a des gens qui sont là pour ça, parce que Dieu, c'est Dieu qui nous donne de ses qualités, de ses compétences. C'est un don, c'est une grâce. Mais ceux qui ne peuvent pas faire la politique, qui ne peuvent pas courir et recevoir des balles, être matraqués, ceux-là se disent que non, moi je ne peux pas continuer, j'ai autre chose, quelque chose à offrir à l'humanité, je préfère offrir ailleurs. Vous avez des chômages, ici on ne connaît même pas les taux de chômage. Il y a des gens qui disent 80%, 90%. Heureusement, l'ingéniosité des Congolais fait que le secteur non formel aide quand même ces pays à survivre. Inversion des valeurs. On n'a pas de repères aujourd'hui pour nous dire quelles sont les valeurs qui nous unissent, nous Congolais. On s'attache sur quelles valeurs? L'amour, la liberté, le travail, la justice, l'intégrité. Quelle valeur? Je veux me dire, si je réunis avec mes frères et sœurs, je sais qu'il ne fera pas ça. Parce que lui et moi, nous partageons cette valeur-là. Je sais que l'argent de l'État sera dans la caisse de l'État et sera utilisé pour construire les hôpitaux, les routes et autres utilités publiques. Est-ce que nous avons des valeurs en partage, en commun? J'entends les autres pays, leurs dirigeants dire, voici nous qui gagnons, attachés à telle ou telle autre valeur. Et là, les gens se reconnaissent. S'il n'y a pas de valeur, chers frères et sœurs, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas une femme. Vous êtes quelqu'un qu'on peut balancer de gauche à droite, à tout bout du champ. Parce que si on me dit, aujourd'hui, on vient me corrompre, les gens me disaient, ah oui, on t'a jamais corrompu parce qu'on t'a jamais proposé ce qui est dans les coûts que tu dois avoir. C'est-à-dire, chaque homme a un prix. Je dis non. Chaque homme, personne n'a de prix. Moi, je n'ai pas de prix. Je n'ai pas de prix. On ne peut pas, même si vous venez avec 100 milliards aujourd'hui, je ne prendrai pas. Chers amis, je ne prendrai pas. Merci. Alors, les pillages systématiques des ressources du pays, ça vous le savez, les Panama Papers sont là, les Passport Gate est là, et aujourd'hui, les gens sont devenus milliardaires, millionnaires. Les régimes, la famille Kabila, pour ne pas décider, ça il faut certaines choses, il faut le dire, a été épinglée dans l'argent, dans cette histoire de Panama Papers. Mais pourquoi? Où est-ce qu'ils ont travaillé? Quelle production? Quelle société? On appelle
riche, personne n'était riche. Mais certains riches peuvent dire, voici ma société, voici ce qui est déjà fait, voici la valeur ajoutée. Ça fait donner la valeur ajoutée et ça donne du travail à la communauté. Mauvais climat des affaires. Nous avons tout. Nous avons toutes les matières premières possibles pour attirer les investisseurs. Pourquoi les investisseurs ne viennent pas? Les climats des affaires. Les gens viennent ici, ils veulent investir, vous leur demandez de l'argent. Regardez dans les doing business, où est-ce que nous sommes classés? Évasion fiscale. On a toujours dit qu'il y avait coulage de recettes ici, 10 à 15 milliards de dollars ne trouvaient pas les comptes du trésor ou la caisse du pays et c'était entre les mains des individus. Nous avons besoin de cet argent pour que demain nous puissions investir dans les secteurs productifs pour que les Congolais trouvent du travail. L'intérêt privé a pris les pas sur l'intérêt public. La liste est longue, je termine par ça. Les bilans, l'intérêt privé, personnel. Au lieu de penser au pays, au lieu de penser aux enfants, aux petits-enfants, à ceux qui vont venir, nous pensons à nous-mêmes. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas recommandé. Et la MOUCA a décidé de mettre fin à tous ces fléaux. Et ces bilans, négatifs du régime Kabila que M. Chadari a dit, vous l'avez suivi, il va continuer avec le système Kabila. Vous l'acceptez? Est-ce que vous êtes d'accord? Je comprends que vous êtes d'accord avec la vision de la MOUCA que je vais vous présenter. Un Congo digne et prospère. Nous voulons demain être forts et puissants et prospères. C'est-à-dire un pays qui doit être respecté, qui a une armée forte, une armée puissante, qui a des citoyens capables de se défendre partout, éduqués, compétents.